Point tournant porte sur des personnes qui se sont livrées avec générosité et sincérité sur les circonstances qui ont changé le cours de leur vie. C'est la plus grande décision que j'ai prise de ma vie. Choisir 50% de l'ADN d'un être humain, c'est intimidant. Cet épisode met de l'avant le choix de l'entrepreneur Natacha Monette de devenir maman solo lors de la pandémie. Natacha Monette, tu es originaire de La Chute, tu as habité quand même 23 ans à Montréal et là tu es de retour à La Chute depuis 2 ans et demi. Oui. On te connaît comme travailleuse autonome, entrepreneur en événementiel. Récemment, tu es devenue courtière immobilière résidentielle. Mais on ne va pas s'attarder sur ta carrière, on va plus parler de ta vie personnelle parce qu'en temps de pandémie, tu as pris une décision qui a changé le cours de ta vie, c'est le cas de dire. Oui, effectivement. Parle-nous des circonstances qui t'ont amenée à devenir une maman solo. Bien, en début de pandémie, je venais de déménager à la campagne et puis là, notre milieu s'arrête complètement. Donc, je suis passée d'une workaholic assumée à ne plus avoir de travail. Donc, je voyais tout le monde se réinventer puis je n'avais pas envie d'aller là. Donc, moi, j'ai ouvert un petit cahier dans lequel je marque j'inscris des buts, des objectifs à atteindre. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai jamais le temps de faire? C'est là, effectivement, que j'ai pris un cours d'immobilier et j'ai vu ce projet d'avoir une famille, d'avoir un enfant. Puis, je voyais aussi la date butoir que je rayais. Et je m'étais dit qu'on entend qu'il faut le faire avant 40 ans. J'avais déjà 42. J'ai commencé par faire des démarches pour savoir si j'étais fertile. Puis finalement, ce projet est né. Oui, mais c'est quand même une grande décision aussi à prendre. Est-ce que tu as eu des conseils des gens ou c'est vraiment une décision viscérale? Tu sentais que tu voulais devenir une mère? J'ai toujours voulu être une mère. J'ai toujours su que je serais une mère. J'avais pas d'urgence du tout par rapport à ça. Je me disais que ça allait arriver. Je pensais devenir mère très jeune. Finalement, je suis devenue sur le tard. Étonnamment, j'ai commencé à en parler à des professionnels en juin. Puis, en septembre, j'étais enceinte. Fait que, ça s'est fait très rapidement. Même que, justement, ça s'est fait plus rapidement que je pensais. Décris-nous tes démarches, en fait. Tu es allée en clinique de fertilité. À partir de là, il faut voir si tu es fertile. Plusieurs tests à passer? Oui, c'est ça. J'ai abordé OVO, moi, une clinique de fertilité. J'ai fait des tests pour connaître ma fertilité. Puis, tout de suite, on m'a proposé, en fait, un projet d'étude avec un nouveau médicament. Puis, on commençait la semaine d'après, ce qui fait que les choses sont déboulées rapidement. En même temps, moi, j'avais fait des démarches pour connaître les étapes pour de l'adoption internationale, pour de l'adoption au Québec par les banques mixtes, juste pour savoir quelles étaient mes options. J'étais juste en contemplation, puis finalement, c'est ça a déboulé. On m'avait dit que ce serait très long, le processus, fait que j'avais pas l'impression que je serais enceinte le mois d'après. Puis finalement, j'ai une chance incroyable, mais je suis tombée enceinte au premier essai. Oui, félicitations. Puis aussi, il y avait le fait que je pense que tes chances étaient minces, c'est ce qu'on t'avait dit. Ben oui, parce qu'à 42 ans, on appelle déjà ça une grossesse gériatrique. Je connais bien. C'est terrible. Puis, j'avais jamais été enceinte de ma vie. Je me rappelle pas le nombre d'embryons, mais j'en avais pas tellement. J'en avais quelques-uns. Je crois que c'est 3. Les follicules, je pense, oui, c'est ça. Excuse-moi. Merci. C'est mon mom brain qui fait ça. Je connais ça. Mais oui, c'est ça. Fait que j'avais vraiment l'impression que c'était de l'exploration. On m'avait dit justement que ce serait long, que ce serait difficile, voire impossible. Alors... ça joue aussi dans le cerveau aussi.
Tu as rencontré une psychologue aussi, ça c'est une des approches, une des étapes à franchir avant de devenir une maman solo. Et puis, comment ça s'est passé cette rencontre-là avec la psychologue? Ça a été un moment déterminant. Absolument. En fait, tu sais, en pandémie, pas de travail, je savais que ça allait revenir, là, c'était un choix de... Mais... Tout se faisait sur vidéo, hein? C'est ça, oui, les rencontres? c'est ça, sur vidéoconférence. Puis, j'ai voulu remettre la rencontre. J'avais envie de l'annuler parce que je me disais, ben voyons, cette femme-là va tellement me juger de vouloir avoir un... Tu vois, j'en parle, je suis émotive, mais de vouloir avoir un enfant seul en pandémie, quand t'as pas de travail, tu sais, j'ai des entreprises solides, mais là, c'était un moment où je me jugeais, tu sais. Puis elle n'est pas là pour juger tes capacités à devenir une mère. C'est pas ça vraiment. C'est vraiment pour savoir tes questionnements, te rassurer, hein, plutôt dans ton rôle de mère. Oui, mais ce qu'elle me disait aussi, c'est aussi parce que les femmes qui choisissent de le faire seules, ils veulent s'assurer que les gens sont conscients que c'est une relation sur du très long terme. Parce que quand on est célibataire, quand on n'a pas de relation marquante sur du long terme, ils veulent s'assurer qu'il y a une... Je ne sais pas comment l'expliquer, que ça va perdurer dans le temps et tout ça. Fait qu'ils veulent s'assurer des repères de la candidate, mais aussi, effectivement, pour évaluer plein de trucs. Mais à la fin, donc, de cette rencontre-là, alors que j'allais fermer mon laptop, elle m'a dit « Est-ce que tu me permets, Natacha, de sortir du cadre pour te dire quelque chose de personnel? » T'sais? Puis elle m'a dit... C'est ça. Elle m'a dit « Natacha, j'aurais aimé que tu sois ma mère. J'aurais aimé avoir une mère comme toi, pleine de magie, pleine de... » Ah, je suis désolée, non, je suis capable de pas... On s'excuse tout le temps, mais on n'a pas à s'excuser d'avoir des émotions. Non, oui, c'est normal. On dirait que ça a mis un baume sur tout ça. Sur tout ça, puis ça t'a mis comme un saut de confirmation. Tu fais la bonne chose, tu es sur la bonne voie, tu vas être une bonne mère. Après, on fait ce qu'on peut, mais on le fait à notre façon, mais ça venait rassurer mon petit cœur. Ensuite, la prochaine étape était donc de choisir le donneur et ça revêt une grande importance parce que c'est le futur de ton enfant. Il va avoir la moitié de tes gènes et la moitié des gènes de cet individu-là. Donc, c'est sur une banque de sperme américaine, c'est bien ça? Oui, c'est la plus grande décision que j'ai prise de ma vie. Choisir 50% de l'ADN d'un être humain, c'est intimidant, je trouve. Puis c'est une des questions que les femmes et les couples posent le plus quand ils arrivent à cette étape-là. Moi, j'ai fait affaire effectivement avec une banque américaine parce qu'avec les banques américaines, on a plus d'informations sur le donneur. Je dis toujours à la blague que j'en connais beaucoup plus sur mon donneur que la plupart des femmes en connaissent sur leur mari. Donc, j'ai des photos enfants, adultes. C'était important pour moi. J'ai entendu la voix, j'ai entendu le rapport psychologique, j'ai entendu le psychologue, j'ai lu une lettre qu'il a écrite aux futures mères. Ça t'a vraiment séduit, hein, ça, cette lettre-là? Oui, effectivement, parce que tu sais, c'était un peu un Tinder. C'était un peu un site de rencontre dans le sens qu'on qu'est-ce qui est important, tu sais? Fait que oui, on veut le meilleur pour notre enfant, mais en même temps, il faut que ça reste naturel. Fait que j'avais quelques critères médicaux, dans le sens que j'ai 2 familles très obèses, fait que je me disais, on va enlever le critère d'obésité pour lui donner une chance. Mais une fois qu'on a choisi des trucs physiques, je me suis dit, quelle est la qualité de cœur que j'aimerais retrouver chez quelqu'un avec qui j'aurais eu un enfant chez mon enfant, tu sais. Fait que de là, la qualité qui, moi, me séduit le plus chez les gens, c'est l'humilité. Je trouve qu'on peut être fier, on peut foncer, mais tout en étant égaux. Puis de là, ben, ce donneur-là avait une belle
une belle simplicité, une belle façon. Il travaille il fait un métier dans les ambulanciers, donc redonner, soins infirmiers, tout ça. Fait que je trouvais que c'était une belle qualité. Puis dans la lettre, on peut voir aussi la personnalité, dans la voix. Fait que ça, c'était important. Puis on entend aussi, j'imagine, sa motivation aussi à lui, puis aussi le fait qu'il n'y a pas 100 autres enfants là, à travers le monde non plus, parce qu'on en a entendu beaucoup parler par les dons artisanaux. Est-ce que d'ailleurs, ça, c'était une possibilité pour toi de te tourner vers un don artisanal ou pas du tout? Non, j'ai réfléchi à tout ça, mais je pense que le fait de le faire seul, je voulais pas avoir à rendre de compte dans un contexte où tu sais, c'était pas, c'est ça. Je voulais, puis je voyais pas cette possibilité-là non plus. Je trouvais ça trop intime, tu sais, de demander ça, de côtoyer cette personne-là. Fait que non, je voulais pas ça. Puis effectivement, les histoires d'horreur qu'on a entendues, c'est que c'est des dons artisanaux par des marketplaces, Facebook, des petites annonces, des gens qui vendent en quantité industrielle. Ça se crée pas sur les banques. On déclare la naissance, puis après un certain nombre qui est très limité, le donneur ne peut plus vendre. Ils ne vendent plus la paillette. Ça a l'air très marchandé. Oui, oui. Mais toi, est-ce que c'est important que ton enfant, donc là, c'est un garçon, mais à ce moment-là, tu ne savais pas. D'ailleurs, quand tu es tombée enceinte, tu pensais vraiment que c'était une fille. J'étais certaine que c'était une fille. Moi, j'avais 1000 robes de princesse dans mon sous-sol. Par mon histoire familiale, on dirait que j'avais envie de régler une continuité par rapport aux femmes. Fait que ça a été une surprise d'avoir un garçon. Au début, je me suis dit, oh non, je suis une maman seule, je sais pas jouer au soccer. Puis finalement, non, c'est parfait. On fait une bonne équipe. Tu voulais qu'il ou elle te ressemble, hein, c'est ça? Parce que tu disais, bon, là, c'est 50-50% dans le fond des gènes, de l'ADN partagé, mais tu avais ce souhait-là. Tu as choisi en conséquence aussi? Bien, en fait, pas au début. J'ai toujours pensé que l'ethnicité ne me dérangeait pas du tout. Au contraire, je trouvais ça une richesse, je trouvais ça charmant. Mais en y réfléchissant, je me disais, si c'est un garçon, s'il ressemble plus au donneur, s'il a des traits très marqués d'une autre ethnicité, peut-être qu'il ne se retrouvera pas dans mes traits. Donc, j'ai choisi là un donneur aux yeux bruns, aux cheveux bruns, puis à la couleur de peau un petit peu plus foncée pour qu'il ait plus de chances de me ressembler. Puis mon gars est blond aux yeux bleus. Et il a la peau blanche. Alors, c'est une belle surprise, mais voilà. Et comment s'est passée ta grossesse? Donc, première insémination, ça fonctionne? Oui, effectivement. Le début, les injections, tout ça, j'ai trouvé ça challengeant parce que j'avais très chaud, en fait. J'avais l'impression d'avoir des petites faiblesses à certains moments. Mais sinon, j'ai adoré être enceinte. Je m'y attendais pas. J'ai vraiment adoré ça. Les 7 premiers mois, j'étais en couple. J'avais rencontré quelqu'un la même semaine que j'ai choisi de commencer mes démarches dans la clinique de fertilité. Cette personne-là ne voulait pas d'enfant dans sa vie. Je lui ai expliqué qu'il viendrait un enfant après cette grossesse. Et on dirait que les choses se sont faites naturellement, que quand cette personne-là a quitté, mon corps a pris toute son ampleur, mon ventre est sorti, je me trouvais belle et j'ai savouré la fin de ma grossesse de cette façon-là. Fait que oui, j'ai vraiment aimé ce moment-là, puis je me sentais privilégiée d'avoir la chance de vivre ça. Parce que je me disais, tu sais, je me souviens maintenant que même enfant, parce que je viens d'un divorce difficile, tu sais, j'avais déjà nommé si je suis pas en couple, si je suis pas en relation, un jour j'adopterai.
sais. Mais je me disais, si j'ai la chance de vivre aussi la maternité, de vivre aussi de porter un enfant, je trouve que c'est un privilège incroyable. Ah oui, complètement. Je partage ton avis là-dessus. Pour l'accouchement aussi, je veux dire, tu vas être accompagnée. Oui, c'est ça. J'ai rarement entendu un accouchement où tout a bien été, je dois l'avouer. Mais toi, c'est ça, tu as eu une accompagnatrice à la naissance. C'était important pour toi d'être accompagnée d'une personne que tu ne connaissais pas ou peu, oui. Hein, c'est ça? Oui, comment ça s'est passé? Particulier peut-être. J'ai engagé une doula. Donc, une accompagnante à la naissance qui me donnait aussi un cours prénatal en pandémie, on se rappelle. Puis, on pouvait être accompagné seulement d'une personne à l'hôpital. C'était important pour moi d'être accompagnée de quelqu'un que je ne connais pas parce que moi, dans la vie, tu sais, j'ai une amie qui me disait l'autre jour, tu es incapable de penser à toi s'il y a quelqu'un d'autre. Puis, c'est un peu ça, dans le sens que je me voyais déjà m'excuser que ça soit trop long. T'es-tu correct? Veux-tu aller te chercher un café? Veux-tu t'allonger? Fait que je me disais, ça pourra pas être ça. Il faut qu'à ce moment-là, je sois concentrée sur moi. De là, j'ai engagé une doula. Mais finalement, j'ai crevé les os pendant la nuit. Je l'ai appelée pour qu'elle vienne me chercher. Ça, c'était une crainte de mes amis que je prenne ma voiture pour aller à l'hôpital. Ce que j'ai fait. Alors, je l'ai appelée, elle était endormie, puis elle a dit « Ah, ça va être long, vas-y, puis tu me rappelleras. » Fait que ça arrive pas. T'as conduit avec... J'ai pris ma voiture, j'ai rentré ma grosse valise, j'ai été à l'hôpital, puis finalement, ils m'ont gardée, effectivement. Elle est arrivée un peu plus tard. Ça a été long. Après, j'insistais pour... Tu sais, avec le recul, peut-être que j'aurais dû faire autrement, mais bon, on fait ce qu'on peut dans tout oui, dans ces moments-là, oui. Fait que j'insistais pour accoucher naturellement parce que on m'avait tellement dit que si j'avais une césarienne, je me retrouverais plus limitée, que je ne pourrais pas rester avec mon fils seul, le lever, monter des marches. Il y avait beaucoup de marches chez moi. Puis c'était important pour moi de me retrouver seule avec mon fils dès le départ pour installer notre base. Oui. Aller à sa rencontre, oui, c'est ça. Mais ça a fait que 40 heures après avoir crevé mes os, alors que normalement c'est 24 la limite, ils m'ont opéré d'urgence. Ils m'ont fait une césarienne d'urgence. Puis c'est ça, ma doula était trop fatiguée, elle dormait, elle n'était pas très aidante. Fait que je la recommande pas, malheureusement. Mais c'est un magnifique service, puis j'ai vu des histoires incroyables. Là, oui. Mais lors de, justement, la césarienne, on te montre Nathaniel. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu le prendre immédiatement? Parce que là, il faut quand même, qu'on recoue tout ça, puis le pot à pot. Comment ça s'est fait pour toi? Ça s'est mal fait à l'hôpital, en fait, parce que, justement, son cœur avait beaucoup diminué et le mien juste avant la césarienne. La césarienne a été extrêmement douloureuse. Il me disait que non, puis là, je viens de me faire opérer, puis on a découvert que je ne gèle pas. Fait que les produits, je ne m'anesthésie pas. Donc, j'ai senti des mains rentrer dans mon corps, aller chercher cet enfant. Fait que c'était pas agréable. Et ils ont mis mon fils en incubateur, donc j'ai pas pu le voir. J'ai pu le voir que quelques heures après. Fait que ça me stressait parce qu'effectivement, tu veux la rencontre. Je voulais m'assurer que je l'entendais au moins. Puis la première rencontre, après, ça a été donc, c'est ça, à l'incubateur. Et je me disais, mais c'est complètement surréel que cet être humain soit mon fils. Puis, tu sais, au début, je suis maternante, je me suis occupée de plein d'enfants, mais tu sais pas comment faire, tu sais. Puis là, je veux... Tu penses que tu le sais, ben, tu sais savoir. Mais non! Puis l'infirmière était pas très patiente. Fait que le mettre au sein, tu fais pas ça comme ça, tu fais pas ça comme, ben, quoi, j'ai jamais fait ça, tu sais, j'ai pas de... on se sent un peu malhabile, mais j'ai la chance incroyable que, c'est ça, Nathaniel est cool, il a une super santé finalement, tout a bien été.
Puis on a une belle relation. Oui, oui. D'ailleurs, le retour à la maison seul avec Nathaniel, comment ça s'est passé? Encore là, je le croyais pas. En fait, j'ai insisté pour que mon père, ma mère et ma belle-mère sont venus me ramener à la maison en voiture. Tu vois, ils ont ramené ma voiture. Et puis, j'ai insisté pour qu'ils partent après. C'était important pour moi de me retrouver avec mon fils. Mais je me disais, c'est fou, on m'a laissé partir avec cet enfant-là. Tu sais, on dirait que c'est ça, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de... On peut lire autant qu'on veut, mais dans le fond, dans la réalité, là, on n'est pas prêt. Non. Toi, tu m'as dit aussi en pré-entrevue que tu es devenue une adulte lorsque tu es devenue une mère. Oui. Parce qu'avant, c'est ça aussi. En formation. Non, mais tu sais, avant, tu as profité, tu as voyagé, tu as fait plein de choses. J'ai pas d'horaire, je suis... C'est ça. J'ai jamais rentré dans le cadre, en fait. Puis je pense que la vie de famille fait qu'on a un certain cadre. On veut en donner un aussi. Donc, effectivement, j'ai l'impression de devenir une adulte en même temps que je deviens une mère. Et est-ce que c'est difficile de rentrer dans ce moule-là? Parce que oui, avec un enfant, il faut une routine, 2 siestes par jour à un certain point. Là, maintenant, c'est sûrement juste une sieste. Mais comment, toi, tu vivais ça chez toi? C'est sûrement ce qui m'a le plus chamboulée. En fait, que c'est ce bout-là qu'on dirait que même si on comprend, on n'est jamais prêt. J'étais en événement dans les restaurants tous les soirs. Là, à 7 heures, j'étais chez moi tous les soirs. Fait qu'il y avait, je suis devenue plus casanière un peu, ce que j'ai jamais été. Donc, effectivement, c'est parfait. C'est parfait, ça me permet justement autre chose, mais oui, c'est le moment qui a été un peu plus challengeant pour moi, je trouve. On en parlait avant d'entrer en ondes ou un peu même en pré-entrevue, le fait d'avoir des modèles forts pour ton fils, des modèles masculins. Tu en as trouvé et tu leur as même témoigné, dans le fond, de la place qu'ils occupaient dans la vie de Nathaniel à sa fête de 3 ans. Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il faut vraiment une fille en événement pour penser à ça. Oui, vraiment, parce que c'est original. Puis ça a eu vraiment un effet, l'effet escompté chez les gens concernés. Bien, souhaitons-le. En tout cas, c'est important pour moi. J'ai créé un boys club, en fait, un club d'hommes inspirants, positifs pour Nathaniel. Des gens qui l'aiment, des gens que eux aiment Nathaniel aussi, que c'est réciproque, qui sont dans ma vie. Alors, effectivement, je leur ai demandé, Nathaniel leur a remis une carte avec une photo, souvent de la première fois qu'ils se sont rencontrés. Puis, c'était inscrit donc avec leur nom. Accepterais-tu de faire partie de mon boys club? Maman, en fait, comme j'ai pas de papa, maman a pensé me créer un boys club d'hommes marquants, inspirants. J'ai nommé leurs qualités, puis je leur ai dit, veux-tu faire partie de mon équipe? Puis, oui, c'est ça. Je trouvais ça important que, tu sais, on parle souvent de père, mais mon fils n'a pas de père. Mais un père, c'est un rôle, tu sais. Fait qu'il va choisir lui-même un jour la personne qui pourra jouer ce rôle de père. Puis entre-temps, bien, il a des super modèles qui l'entourent. Fait que c'est important pour moi aussi, pour en avoir parlé avec les psychologues, qu'il n'y ait pas de tabou par rapport à ça. Fait que Nathaniel sait qu'il n'a pas de papa. On le nomme au quotidien, on le nomme de façon ludique aussi en disant « Mais non, toi, tu n'as pas de papa. » Il y a des familles qui ont un papa et une maman, des familles qui ont 2 papas, des familles qui ont 2 mamans. Mais toi, tu n'as pas de papa, mais tu as une super maman et tu as... Puis là, je nomme tous les gens qui l'entourent. Tu as Rémi, tu as Arthur, tu as Lise, tu as Jacques, tu as 2 mamies, tu as un papy. Ce qui fait que pour lui, c'est une force. Puis le super maman, je le fais pas pour me lancer des fleurs, mais juste pour que ça soit pour lui une petite arme dans son sac de non, moi j'ai une mère solide, fait que j'ai pas j'ai tout l'entourage que j'ai besoin. Oui, exactement. Il grandit
bien entouré dans une famille aimante. C'est ce qui est le plus important. Je veux qu'on se pousse aussi dans l'avenir. Comment est-ce que tu penses même? Est-ce que tu réfléchis à la façon que tu vas lui dire ou peu à peu comment ça s'est fait? Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que c'est un donneur à identité dévoilée. Oui. Donc, il va pouvoir savoir à ses 18 ans, je pense. Donc, c'est le choix le plus important de faire à la base quand on choisit de faire affaire avec un donneur. Le donneur à identité dévoilée fait en sorte que mon fils aura accès à cet homme-là, pourra l'appeler à ses 18 ans. Et ça fait aussi que, pour avoir consulté des psychologues, souvent les enfants qui savent tout ça, qui ont la possibilité de parler à cette personne-là, sont rassurés. Ils ne cherchent pas. Tu sais, on cherche quand on ne connaît pas son histoire. Mais quand on sait tout, on a moins ce désir ou ce manque. Donc, effectivement, moi, j'ai choisi déjà de lui dire, même quand il était petit, les gens me disaient « Ah, tu le dis souvent que tu es maman solo ou qu'il n'y a pas de papa. » tu sais. Mais je trouve ça important de toujours le nommer parce que moi aussi, je suis en formation. Moi aussi, je suis en train de savoir comment je vais raconter mon histoire, quand les gens sont mal à l'aise, comment je rassure ça. Puis, je voulais pas que mon fils m'entende dire autre chose, ne serait-ce qu'une fois. Tu sais. Donc, l'histoire, elle est claire. Donc, je le raconte depuis toujours. J'ai mis une photo du donneur dans la chambre de mon fils pour aussi que, dans le miroir, qu'ils reconnaissent des traits éventuellement, qu'ils fassent « Ah oui, OK, ça vient de mon donneur. » Est-ce qu'il le sait en ce moment? Bon, là, il a 3 ans, mais est-ce que cette photo-là, il le sait que c'est le donneur? Je l'ai nommé. Mais c'est encore flou, j'ai l'impression pour lui, ça. J'ai l'intention de tout expliquer. J'ai fait, pendant la pandémie, j'ai fait partie d'un groupe aussi qu'on a écrit un album, on a coécrit ou donné des idées. C'est une auteure qui a fait un album jeunesse pour les enfants et la famille pour expliquer un peu justement le don. J'ai l'intention de tout nommer et les psychologues disent aussi que quand on sait tout, c'est rare que les enfants veulent contacter parce que c'est pas une figure marquante. Tu sais. Moi, cet homme-là, je l'aime. Je lui ai reconnaissante. Je le reconnais en mon fils aussi. Fait que moi, j'aimerais bien qu'on l'appelle quand il aura 18 ans, quand Nathaniel aura 18 ans. Mais c'est ça, les enfants, normalement, ne veulent pas tant que ça avoir de l'information parce que c'est pas quelqu'un qui joue un rôle dans son quotidien. En terminant, moi, j'aimerais qu'on parle de l'amour. Est-ce qu'il y a de la place éventuellement pour que tu rencontres quelqu'un? Est-ce que les occasions sont là? Je crois, moi. Je suis oui, j'ai toujours cru. Les bien cachés. C'est pas facile. J'ai pas énormément de possibilités de rencontres, dans le sens que, tu sais, maintenant, on se tourne vers les applications parfois. C'est un défi supplémentaire quand on est, quand on est maman solo. De temps aussi, mais oui, j'y crois absolument, j'ai envie, et puis voilà, on va vous laisser toutes mes coordonnées. Exactement. Natacha Monette, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de t'être livrée avec autant de générosité. J'apprécie. Merci, puis merci pour ton beau projet, c'est important, c'est marquant. Bravo. Merci.